La femme de ménage a été humiliée et renvoyée. Mais 20 ans plus tard, un jeune homme identique au millionnaire est apparu devant sa modeste maison. Lyon, 2005. Le ciel d'automne déversait sa mélancolie sur la ville tandis que Léa Moreau gravissait l'allée de gravier menant à l'imposante demeure des Lemoine. Ses mains tremblaient légèrement, serrant son maigre CV contre sa poitrine comme un bouclier. À 25 ans, elle avait appris que la vie ne faisait pas de cadeaux aux gens comme elle. Ces âmes errantes sans racines profondes. C'est ici que tout commence, murmura-t-elle, pour se donner du courage. La propriété était encore plus impressionnante que ce qu'on lui avait décrit. Une bâtisse du 19e siècle aux proportions majestueuses, entourée d'un parc soigneusement entretenu, où les dernières roses de la saison luttaient contre l'arrivée imminente de l'hiver. Ce fut Gustave, le majordome à la posture droite comme un i, qui lui ouvrit la porte. Son regard scrutateur parcourut Léa des pieds à la tête, s'attardant imperceptiblement sur le médaillon doré qui pendait à son cou. Seul vestige d'élégance dans sa tenue modeste. « Madame Lemoine vous attend dans le petit salon. » Annonça-t-il d'une voix neutre, l'invitant à le suivre à travers un dédale de couloirs, aux murs ornés de tableaux dont la valeur dépassait probablement tout ce que Léa pourrait gagner en une vie entière. Sylvie Dumas-Lemoine l'attendait, impeccable dans son tailleur gris-perle, un verre de xérès à la main malgré l'heure matinale. Elle avait cette beauté glaciale que l'âge n'avait pas encore osé entamer, mais que l'amertume avait déjà commencé à durcir autour des lèvres. « Ainsi, c'est vous la candidate envoyée par l'agence », constata-t-elle, une pointe d'accent distinguée trahissant ses origines suisses. « Asseyez-vous. » L'entretien fut bref et clinique. Orpheline de mère et de père depuis l'âge de 5 ans, élevée par une tante récemment décédée, Léa n'avait pas grand-chose à offrir, hormis sa volonté de faire et ses références irréprochables de ses précédents emplois de femme de ménage. « Vous commencerez demain, 6 heures précises », conclut finalement Sylvie. Son regard s'attardant avec une méfiance non dissimulée sur le médaillon. « Gustave vous montrera vos quartiers et vos attributions, et enlevez-moi ce bijou quand vous travaillez. Je ne veux pas qu'on vous accuse de vol si jamais il venait à disparaître. » Léa porta instinctivement la main à son cou. « Je ne l'enlève jamais, madame. C'est tout ce qu'il me reste de ma famille. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Sylvie, mais à cet instant précis, la porte s'ouvrit sur un homme d'une 40aine d'années, au regard las mais pénétrant. « André, mon cher, je ne t'attendais pas si tôt. » s'exclama Sylvie, sa voix se parant soudain d'une douceur affectée. André Lemoine semblait appartenir à une espèce différente de celle de son épouse. Grand, les épaules légèrement voûtées comme sous le poids d'un fardeau invisible, il dégageait une mélancolie qui contrastait avec l'opulence environnante. Ses yeux d'un bleu profond se posèrent sur Léa, et quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, comme une reconnaissance mutuelle, une intuition fulgurante aussitôt éteinte. « Pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupée, » dit-il avant de s'adresser directement à Léa avec une chaleur qui sembla irriter son épouse. « Vous devez être la nouvelle employée. J'espère que vous vous plairez parmi nous. »« Merci, monsieur, » répondit simplement Léa, troublée par cette gentillesse inattendue. Les semaines devinrent des mois, et les mois des années. 5 ans passèrent, durant lesquels Léa s'intégra parfaitement au fonctionnement de la maison Lemoine. Sa discrétion et son efficacité lui valurent le respect de Gustave et des autres domestiques. Seule Sylvie continuait de la regarder avec suspicion, particulièrement quand elle surprenait son mari en conversation avec la femme de ménage. Car au fil du temps, une étrange complicité s'était tissée entre André et Léa. Ce n'était rien d'explicite. Quelques mots échangés au détour d'un couloir, un sourire reconnaissant lorsqu'elle lui apportait son café, exactement comme il l'aimait. Parfois, ils s'attardaient dans la bibliothèque, pendant qu'elle époussetait les livres, et ils parlèrent de littérature. André s'étonnait toujours de l'étendue de ses connaissances. Si peu commune pour quelqu'un de son milieu. « Où avez-vous appris tout cela ?» lui demandait-il parfois. Léa haussait les épaules, avec un sourire énigmatique. « Je ne sais pas vraiment, monsieur. J'ai toujours aimé lire. La vérité, c'est qu'elle-même ignorait d'où lui venaient ses connaissances sur Baudelaire ou Chopin. Elles étaient simplement là, comme des échos d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue. La nuit qui changea tout arriva 5 ans, jour pour jour, après son arrivée chez les Lemoine. Un orage violent s'abattait sur Lyon, transformant le parc en un chaos d'ombres et de branches tourmentées. Sylvie était partie 2 jours plus tôt. Prétextant une visite chez sa sœur à Genève, Léa, qui terminait tard ce soir-là, entendit un bruit de verre brisé provenant du bureau d'André. Inquiète,
Elle frappa doucement à la porte avant d'entrer. La pièce était plongée dans la pénombre, uniquement éclairée par la lueur blafarde des éclairs. André se tenait devant la fenêtre, un verre de whisky à la main, des papiers éparpillés sur le sol à ses pieds. « Monsieur, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle, le visage ravagé par une douleur si brute qu'elle en eut le souffle coupé. « Rien ne va, Léa. » répondit-il d'une voix brisée par l'alcool et le chagrin. « Rien n'a jamais été bien dans cette maison maudite. » Il lui montra les papiers, des relevés bancaires, des photographies, des rapports de détectives privés. Pendant des années, Sylvie l'avait trompé avec Antoine Barre, son associé et prétendu meilleur ami. 20 ans d'amitié, 15 ans de mariage, tous bâtis sur des mensonges, murmura-t-il en se resservant d'un verre que Léa lui ôta doucement des mains. « Vous avez assez bu, monsieur. Vous devriez vous reposer. » Il la fixa alors avec une intensité troublante, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Un éclair illumina la pièce, se reflétant dans le médaillon de Léa. « Ce symbole sur votre bijou, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. » Il s'approcha d'elle, effleurant le médaillon du bout des doigts. Sa proximité, l'odeur de son eau de Cologne mêlée au whisky, l'intimité de ce geste, tout conspira à briser les barrières que Léa avait soigneusement érigées. « Vous avez des yeux si tristes, Léa, » murmura-t-il. « Des yeux qui ont vu trop de choses pour quelqu'un de si jeune, comme les miens. » Ce qui se passa ensuite fut aussi inévitable que l'orage qui se déchaînait au dehors. Leurs lèvres se trouvèrent, leurs corps s'unirent dans une étreinte désespérée, cherchant l'un dans l'autre un refuge contre la solitude qui les dévorait. Cette nuit-là, tandis que la pluie battait contre les vitres de la majestueuse demeure des Lemoine, deux âmes en peine trouvèrent un moment de répit dans les bras l'un de l'autre, ignorant que ce bref instant de passion engendrerait des conséquences qui les dépasseraient tous deux. Les 2 semaines qui suivirent cette nuit orageuse furent pour Léa un étrange mélange de bonheur clandestin et d'anxiété croissante. André évitait son regard en présence des autres domestiques, mais lui glissait parfois des mots doux lorsqu'ils se croisaient seuls dans un couloir. Ces moments volés ne faisaient qu'accentuer la culpabilité qui rongeait Léa. Elle n'avait jamais voulu devenir la maîtresse d'un homme marié, même si cet homme était André Lemoine, même si son mariage n'était qu'une façade. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se répétait-elle chaque soir, en contemplant son reflet dans le miroir écaillé de sa modeste chambre sous les combles. Ce matin-là, Léa se sentait particulièrement nauséeuse. Était-ce l'angoisse ou quelque chose de plus? Elle repoussa cette pensée troublante et se dirigea vers le bureau d'André pour y faire le ménage. Comme chaque lundi, la porte était entr'ouverte. Elle s'apprêtait à frapper quand des bribes de conversation lui parvinrent. « Tu es certain que ça ne laissera aucune trace ?» C'était la voix de Sylvie, revenue de son prétendu voyage 3 jours plus tôt. « C'est indétectable, ma chérie. » Cette voix masculine n'était pas celle d'André, mais elle était familière. Antoine Barre, l'associé. Quelques gouttes dans son café chaque jour, et en 6 mois ce sera fini. Les médecins concluront à une défaillance cardiaque. Après tout, son père est mort d'une crise à 50 ans. Léa plaqua une main contre sa bouche pour étouffer un cri. Son sang se glaça quand Sylvie reprit. « Le testament est en notre faveur. Une fois André parti, personne ne pourra nous contester le contrôle des entreprises Lemoine. Tu as toujours été meilleur gestionnaire que lui, de toute façon. » Un rire complice suivit ces paroles. Léa recula silencieusement, l'esprit en ébullition. Elle devait prévenir André. Immédiatement. Elle le trouva dans la bibliothèque. Absorbée par des documents, « Monsieur Lemoine, il faut que je vous parle, » commença-t-elle, la voix tremblante. « C'est au sujet de votre femme et de Monsieur Barre. Je viens de les entendre. Ils parlent de vous empoisonner. » André leva vers elle un regard où l'incrédulité se mêlait à l'irritation. « Qu'est-ce que vous racontez, Léa ? Je vous assure que c'est la vérité. Ils ajoutent quelque chose à votre café. Un poison lent qui mime une maladie cardiaque. » Il se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Ça suffit. Je comprends que notre proximité récente vous ait troublée. Mais de là à inventer de telles accusations contre ma femme. »« Je n'invente rien, » protesta-t-elle, désespérée. « André, je vous en prie, vous devez me croire. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom devant lui. Ce geste d'intimité, au lieu de le toucher, sembla l'irriter davantage. « Mademoiselle Moreau, je vous prierai de garder vos distances et de vous adresser à moi avec le respect dû à votre employeur, » dit-il froidement. Léa ouvrit la bouche pour insister.
quand la porte s'ouvrit sur Sylvie, suivie d'Antoine Barre et de Gustave. Le visage de Sylvie se déforma sous l'effet d'une fureur à peine contenue. Ainsi, mes soupçons étaient fondés, siffla-t-elle. Non contente de séduire mon mari, vous osez l'importuner jusque dans sa bibliothèque. Madame, ce n'est pas ce que vous croyez, tenta Léa. Mais le regard d'André lui fit comprendre qu'il ne la soutiendrait pas. Vraiment, répliqua Sylvie avec un sourire carnassier. Gustave, veuillez accompagner cette personne jusqu'à sa chambre et surveillez-la pendant qu'elle fait ses bagages. Mes bagages, répéta Léa, abasourdie. À moins que vous ne préfériez que j'appelle la police, reprit Sylvie en sortant de sa poche un collier de perles. Ces perles appartenaient à ma grand-mère. Devinez où Gustave les a trouvées ce matin. Le sang quitta le visage de Léa. Dans mes affaires. C'est impossible, je n'ai jamais... Épargnez-nous vos protestations d'innocence, coupa Sylvie. André, tu as été bien trop indulgent avec le personnel. Voilà ce qui arrive quand on traite ces gens comme des égaux. Léa se tourna vers André, guettant un signe, un mot, n'importe quoi qui montrerait qu'il ne croyait pas à cette mascarade. Mais l'homme qui se tenait devant elle n'était plus l'amant tendre de la nuit d'orage. Son visage s'était fermé, comme s'il avait revêtu un masque. « Je suis profondément déçu, mademoiselle Moreau, » dit-il d'une voix sans timbre. « Je vous faisais confiance. » Ces mots la frappèrent plus durement que n'importe quelle accusation de vol. Quelque chose se brisa en elle à cet instant précis, une confiance, une espérance, peut-être même un amour naissant. « Vous êtes tous fous, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Ils vont vous tuer, André, et vous ne voyez rien ?»« Ça suffit, » tonna Sylvie. « Gustave, faites-la sortir immédiatement. » Moins d'une heure plus tard, Léa se retrouva sur le trottoir devant l'imposante grille des Lemoine, une petite valise à la main contenant ses maigres possessions. La pluie fine qui tombait se mêlait à ses larmes, tandis qu'elle fixait une dernière fois ses fenêtres derrière lesquelles elle avait cru, l'espace d'un instant, pouvoir trouver sa place. Son médaillon pesait lourd contre sa poitrine. Elle était tentée de l'arracher et de le jeter aux pieds de cette demeure maudite. Mais quelque chose l'en empêcha. Ce bijou mystérieux était son seul lien avec un passé qu'elle ne connaissait pas. Un passé qui, peut-être, valait mieux que son présent ou son avenir. Car quel avenir l'attendait maintenant, sans référence, accusée de vol, et peut-être même, elle posa une main tremblante sur son ventre. Ses règles auraient dû arriver la semaine dernière. « Mon Dieu !» souffla-t-elle, comprenant soudain l'ampleur du désastre. Le dernier autobus pour Saint-Clair, le petit village où une ancienne amie de sa tante défunte pourrait peut-être l'accueillir, partait dans 1 heure. Léa s'éloigna lentement de la maison Lemoine, chaque pas l'emmenant plus loin de ces 5 années de sa vie, mais aussi de la trahison qui venait de la briser. En montant dans l'autobus, elle jeta un dernier regard vers la colline, où se dressait la propriété, à peine visible dans la brume du soir. « Je ne reviendrai jamais », jura-t-elle dans un murmure féroce, sa main serrant toujours son ventre, où grandissait déjà, invisible, le fruit de cette unique nuit de passion. « Je te le jure, Lion, tu ne me reverras plus jamais. » Le véhicule démarra dans un nuage de fumée diesel, emportant Léa vers Saint-Clair et vers une existence qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les lumières de la ville s'estompèrent derrière elle, comme les derniers vestiges d'un rêve qui n'avait jamais eu la moindre chance de se réaliser. Dans la poche de son manteau, elle glissa le médaillon qu'elle avait finalement retiré de son cou. Désormais, il resterait caché, comme le souvenir de l'homme qui l'avait trahi après lui avoir donné, sans le savoir, le plus précieux des cadeaux, un enfant qui grandirait loin de son père, mais qui porterait à jamais son sang. 20 ans plus tard, le premier rayon de soleil filtrait à peine à travers les rideaux élimés, quand Léa ouvrit les yeux. Comme chaque matin depuis 20 ans, elle se réveillait avant même que son réveil ne sonne. L'habitude d'une vie de travail acharné ne se perdait pas, même le jour des 20 ans de son fils. « Théo », murmura-t-elle avec un sourire, « à 45 ans, Léa Moreau gardait une beauté discrète que les épreuves avaient affinée plutôt qu'effacée. Quelques fils d'argent parsemaient sa chevelure brune, et de fines rides marquaient le contour de ses yeux, cicatrices laissées par des années de labeur et d'inquiétude. Elle enfila sa robe de chambre et se dirigea vers la petite cuisine de leur modeste maison à Saint-Clair. Sur la table attendait déjà un paquet soigneusement emballé, le cadeau d'anniversaire de Théo,
Il lui avait fallu 6 mois d'économie pour offrir à son fils cet ordinateur portable dont il aurait besoin à l'université. L'université, le mot résonnait encore comme un miracle dans son esprit. Son fils, ce garçon brillant né dans la pauvreté, avait décroché une bourse d'excellence pour étudier la gestion à l'université de Lyon. La vie avait un sens de l'ironie cruelle. Renvoyer Théo précisément dans la ville qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Des pas dans l'escalier interrompirent ses pensées. Théo apparut, grand et élancé, le visage encore ensommeillé mais illuminé par ce sourire qui lui rappelait tant. Non, elle s'était interdit de penser à lui. « Bon anniversaire, mon chéri », dit-elle en l'embrassant. « Merci, maman. » Il remarqua le paquet. « Tu n'aurais pas dû, vraiment. » « Bien sûr que si. On n'a pas 20 ans tous les jours. Et encore moins une bourse pour Lyon. » Il déchira le papier avec précaution. Théo avait toujours eu ce côté méthodique, cette attention aux détails. Son visage s'illumina en découvrant l'ordinateur. « Maman, c'est trop. Rien n'est trop pour toi, » répondit-elle simplement. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, savourant ces derniers moments ensemble avant le grand départ prévu pour l'après-midi. Léa observait son fils à la dérobée. Ce jeune homme qui ressemblait trait pour trait à son père sans même le savoir, les mêmes yeux d'un bleu profond, la même façon de froncer légèrement les sourcils quand il réfléchissait. Théo n'avait jamais posé de questions sur son père. Petit, il avait essayé, mais face aux réponses évasives de sa mère, il avait fini par accepter le silence comme une réponse. À plus de 100 km de là, dans la demeure des Lemoine, Julien se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa cravate noire, à 19 ans. Il était l'image parfaite de ce qu'André Lemoine avait été dans sa jeunesse. Élégant, séduisant, avec ce même regard mélancolique. L'enterrement de son père, 3 mois plus tôt, avait laissé un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Sa mère, Sylvie, avait à peine versé une larme lors de la cérémonie, trop occupée déjà à orchestrer sa prise de contrôle des entreprises Lemoine avec son associé Antoine Barre. « Julien, dépêche-toi. Nous avons une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. » La voix stridente de sa mère le fit grimacer. Depuis la mort d'André, elle ne prenait même plus la peine de dissimuler sa relation avec Antoine, qui s'était pratiquement installé au manoir. « J'arrive », répondit-il sans enthousiasme. Il jeta un dernier coup d'œil à la photographie sur sa commode. Lui et son père lors d'une rare journée de pêche 2 ans auparavant. André souriait. Un de ces sourires qui n'atteignait jamais complètement ses yeux. Julien avait toujours senti qu'un secret rongeait son père. Une sorte de remords dont il n'avait jamais voulu parler. En descendant l'escalier monumental, Julien croisa Gustave. Le vieux majordome semblait avoir pris un coup de vieux depuis la mort de son maître. « Bonjour, monsieur Julien », dit-il avec une inclinaison respectueuse. « Votre café est servi dans la petite salle à manger. »« Merci, Gustave. » Julien hésita, puis ajouta. « Avez-vous un moment ? J'aimerais vous parler. » Le vieil homme parut surpris. « Mais à qui est ça ? » ?»« Bien sûr, monsieur. » Ils entrèrent dans une petite bibliothèque adjacente, loin des oreilles indiscrètes. « Gustave, depuis combien de temps travaillez-vous pour notre famille ? » « 42 ans, monsieur. J'ai commencé au service de votre grand-père. » Henri Lemoine. Julien hocha la tête. « Alors vous étiez là quand mon père a rencontré ma mère. » Une ombre passa sur le visage ridé du majordome. « En effet, monsieur. Et vous étiez là aussi quand il y avait cette femme de ménage, Léa, je crois. » Gustave pâlit visiblement. « Pourquoi me posez-vous cette question ? » « Monsieur Julien. » Julien sortit de sa poche un petit carnet à la couverture de cuir usé. « J'ai trouvé le journal intime de mon père. Il y parle beaucoup d'elle. » À Saint-Clair, Léa finissait d'aider Théo à préparer sa valise. L'autocar pour Lyon partait à 14h, et elle tenait à ce que rien ne manque. « Maman, j'ai 20 ans, pas 10, » protesta doucement Théo en la voyant plier méticuleusement ses chemises. « Je sais, mais... » Elle s'interrompit, incapable d'exprimer la terreur qui l'étreignait à l'idée de le voir partir pour cette ville qui lui avait pris sa dignité. Théo prit ses mains dans les siennes. « Je reviendrai tous les week-ends, promis. Et puis, ce n'est pas comme si j'allais à l'autre bout du monde. Lyon n'est qu'à 2 heures d'ici. Lyon, le nom lui-même était comme un poison sur sa langue. Théo, tu dois me promettre d'être prudent là-bas. C'est une grande ville, avec des gens qui ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Tu parles comme si tu connaissais bien Lyon, remarqua-t-il, surpris. Léa détourna le regard. J'y ai travaillé, avant ta naissance, brièvement.
Elle n'en avait jamais dit plus, et aujourd'hui encore, elle se taisait sur l'essentiel. Comment lui dire qu'il était le fils d'un des hommes les plus riches de Lyon? Comment lui expliquer qu'en ce moment même, une partie de l'héritage Lemoine lui revenait peut-être de droit, sans qu'il le sache? Un bruit de moteur interrompit ses pensées. Par la fenêtre, elle aperçut une luxueuse voiture noire qui s'engageait dans leur modeste allée. Ce genre de véhicule ne s'aventurait jamais jusqu'à leur quartier ouvrier. « Tu attends quelqu'un » demanda Théo, tout aussi surpris. « Non » murmura Léa, soudain glacée par un pressentiment terrible. Ils descendirent ensemble sur le perron. La portière de la voiture s'ouvrit, et un jeune homme en costume sombre en sortit. Léa crut défaillir pendant un instant vertigineux. Elle pensa qu'André était revenu d'entre les morts pour la hanter, mais ce n'était pas André. C'était un garçon qui devait avoir l'âge de Théo, avec le même visage, les mêmes yeux, la même allure. « Bonjour », dit le jeune homme en s'avançant, visiblement troublé par la présence de Théo. « Je cherche Madame Léa Moreau. »« C'est moi », répondit Léa d'une voix blanche. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Julien Lemoine, le fils d'André Lemoine. » Ces mots tombèrent comme une sentence dans le silence du petit jardin. Léa sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. Théo, lui, fixait ce sosie impeccable avec un mélange de confusion et de fascination. C'était comme se regarder dans un miroir qui aurait reflété une version plus riche, plus polissée de lui-même. « Pourquoi êtes-vous ici ?» parvint à articuler Léa. Julien sortit de sa poche un petit carnet usé. « À cause de ceci, le journal intime de mon père, il y parle de vous et d'un enfant qui serait né 9 mois après votre départ. » Ses yeux passèrent de Léa à Théo, s'attardant sur la ressemblance frappante entre ce dernier et lui-même. « Je crois que nous avons beaucoup à nous dire. » À cet instant précis, le téléphone de Léa sonna. C'était un numéro inconnu, d'une main tremblante. Elle décrocha, une voix professionnelle, celle d'un médecin, lui annonça que son fils, Théo Moreau, venait d'être admis à l'hôpital central de Lyon suite à un grave accident sur la route nationale. Impossible, balbutia-t-elle. Mon fils est ici, avec moi. Mais en se tournant, elle vit que Théo avait disparu. Seule sa vieille mobilette manquait dans l'allée. Il était parti pour Lyon sans l'attendre, probablement troublé par l'arrivée de ce frère, dont il ignorait l'existence jusqu'à aujourd'hui, un frère qui le fixait maintenant avec la même expression horrifiée qu'elle. Le trajet jusqu'à l'hôpital central de Lyon se déroula dans un silence oppressant. Léa, assise à l'arrière de la luxueuse voiture de Julien, serrait convulsivement son sac à main, le regard perdu sur le paysage qui défilait à toute vitesse. À ses côtés, Julien conduisait avec une concentration féroce, ses mains crispées sur le volant. « Comment a-t-il pu partir comme ça, sans rien dire ?» murmura Léa, brisant enfin le silence. « Le choc, sans doute, » répondit doucement Julien. « Je n'aurais pas dû débarquer ainsi. » Le jeune homme lui jeta un regard en biais. Il avait du mal à concilier l'image de cette femme simple, visiblement épuisée par la vie, avec celle que son père avait décrite dans son journal, une beauté fière et mystérieuse qui avait capturé son cœur. Léa surprit son regard. « Vous me trouvez bien différente de ce que votre père a écrit, n'est-ce pas ?» Julien rougit légèrement. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas. » 20 ans changent une femme, Julien. Surtout 20 ans à élever seul un enfant tout en jonglant entre 3 emplois. L'autoroute laissa progressivement place au faubourg de Lyon, puis au centre-ville. Pour Léa, chaque bâtiment ravivait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer. Son regard s'attarda sur la colline de Fourvière, où se dressait toujours l'imposante demeure des Lemoine. « Il est toujours là-haut » demanda-t-elle malgré elle. « Le manoir. Oui, mais il a perdu de son âme depuis la mort de mon père. » Léa ferma brièvement les yeux. André, mort, malgré la haine qu'elle s'était efforcée de nourrir envers lui toutes ces années, cette confirmation lui infligea une douleur sourde. Comment est-il ? Officiellement, une crise cardiaque. Le ton de Julien était amer. Comme son père avant lui, mais je n'y crois pas. Dans son journal, il écrivait qu'il se sentait de plus en plus faible, qu'il soupçonnait qu'on l'empoisonnait lentement. Léa pâlit. Après toutes ces années, ils ont finalement réussi. Vous saviez, j'ai essayé de le prévenir, c'est pour ça que votre mère m'a fait renvoyer. L'hôpital se dressait devant eux, masse blanche et anonyme. Dès que la voiture s'arrêta, Léa bondit à l'extérieur, courant presque vers l'entrée des urgences. Julien la suivit,
Surpris par la vigueur soudaine de cette femme qui semblait si fragile quelques instants plus tôt, à l'accueil, le visage de l'infirmière s'assombrit quand Léa donna le nom de son fils. Théo Moreau. Oui, il a été admis il y a 1 heure. Le médecin va venir vous parler. La salle d'attente était ce purgatoire familier à tous ceux qui ont un jour tremblé pour un être cher. Léa faisait les 100 pas, incapable de rester en place, tandis que Julien, assis sur une chaise en plastique inconfortable, l'observait avec une fascination mêlée d'inquiétude. Madame Moreau, un médecin d'une 50aine d'années s'avança vers eux, le visage grave mais pas alarmé. Léa s'immobilisa, le souffle court. « Comment va-t-il ? Votre fils a eu beaucoup de chance. Sa mobilette a été percutée par une voiture qui a grillé un feu rouge. Il souffre d'une fracture du bras gauche, de contusions multiples et d'une légère commotion cérébrale. Mais ses jours ne sont pas en danger. » Léa chancela sous le soulagement. Et Julien se précipita pour la soutenir. Le médecin les observa tous deux, notant la ressemblance frappante entre Julien et son patient. « Vous êtes de la famille aussi ?» demanda-t-il. Julien échangea un regard avec Léa avant de répondre. « Je suis son frère. » Le médecin parut surpris, mais ne fit aucun commentaire. « Il est conscient et demande à voir sa mère. Suivez-moi. » Ils traversèrent un dédale de couloirs, au mur d'un vert pâle défraîchi, jusqu'à une petite chambre où Théo était allongé, un bras dans le plâtre, le visage tuméfié mais éveillé. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit entrer non seulement sa mère, mais aussi ce double sorti de nulle part. « Théo !» Léa se précipita vers lui, couvrant son visage de baisers, vérifiant chaque blessure visible comme pour s'assurer qu'il était bien réel, bien vivant. « Maman, je vais bien !» protesta-t-il faiblement. Puis son regard se posa sur Julien, qui se tenait en retrait. Mal à l'aise. « Pourquoi est-il ici ? »« Je m'appelle Julien, » dit celui-ci en s'avançant. « Julien Lemoine. Pourquoi tu me ressembles autant ?» La question directe de Théo les prit tous au dépourvu. Un silence pesant s'installa dans la petite chambre. Léa finit par s'asseoir au bord du lit, prenant la main valide de son fils dans la sienne. « C'est une longue histoire, mon chéri. Une histoire que j'aurais dû te raconter depuis longtemps. » Elle prit une profonde inspiration. « André Lemoine, le père de Julien, est aussi ton père. » Théo resta parfaitement immobile, comme si le temps s'était figé autour de lui. Son regard passa de sa mère à Julien, puis revint sur Léa. « Tu as travaillé pour eux, c'est ça. C'est là-bas, à Lyon, que tu ne voulais jamais retourner. » Léa hocha la tête, incapable de parler, tant l'émotion lui serrait la gorge. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La voix de Théo n'était pas accusatrice, juste profondément blessée, parce que je voulais te protéger, parce qu'il m'a trahi quand j'avais le plus besoin de lui. Julien s'éclaircit la gorge. Mon père regrettait ce qui s'était passé. Dans son journal, il écrit qu'il a tenté de vous retrouver quelques jours après votre départ. Mais vous aviez déjà quitté Lyon. Il aurait pu essayer plus fort, rétorqua Léa avec amertume. Il l'a fait. Julien sortit à nouveau le petit carnet de sa poche. Il a engagé un détective privé qui vous a retrouvé à Saint-Clair. Il savait que vous aviez eu un fils, mon frère. Il recevait régulièrement des rapports et des photos de vous deux. Cette révélation frappa Léa comme un coup physique. Il savait, pendant toutes ces années, et il n'a rien fait. La culpabilité, je suppose, dit doucement Julien. Et peut-être aussi la peur de ma mère. Il écrit qu'elle l'avait menacé de me retirer sa garde s'il tentait de vous revoir ou de reconnaître Théo. Théo écoutait cet échange, les sourcils froncés. Alors il est mort sans jamais avoir essayé de me rencontrer. Julien secoua la tête. Pas exactement. Il avait modifié son testament il y a environ 1 an. Il hésita, puis ajouta « Une clause spécifique mentionne le fils de Léa Moreau comme bénéficiaire de la moitié de sa fortune personnelle. » « Quoi ?» s'exclamèrent en même temps Léa et Théo. « Ce testament a mystérieusement disparu après sa mort, mais j'ai trouvé une copie dans un coffre dont lui seul connaissait l'existence. » Théo se redressa légèrement, grimaçant de douleur. « Je ne veux pas de son argent. Ce n'est pas si simple, » répondit Julien. « Ma mère et son amant, Antoine Barre, sont en train de prendre le contrôle total des entreprises Lemoine par des manœuvres légales douteuses, et je suis convaincu qu'ils ont tué mon père. » Il marqua une pause, scrutant les 2 visages tournés vers lui. « J'ai besoin de votre aide. » Léa se leva brusquement. « Non, nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Théo a été blessé avant même d'arriver à Lyon. C'est un signe que nous devrions rester loin de cette ville et de votre famille. » Julien la fixa intensément. «
Vous croyez vraiment aux coïncidences, Madame Moreau? Un accident le jour précis où je vous trouve. Après que mon père a modifié son testament en faveur de votre fils, un frisson parcourut l'échine de Léa. Vous pensez que ce n'était pas un accident? Je pense que ma mère a découvert l'existence de Théo, peut-être grâce au détective que mon père employait, et je pense qu'elle fera tout pour protéger sa fortune et son pouvoir. Théo, qui était resté silencieux, intervint soudain. Comment s'appelait le conducteur qui m'a percuté? Julien haussa les épaules, mais Léa se tourna vers la porte, où le médecin revenait avec un dossier. Docteur, connaissez-vous l'identité du conducteur qui a causé l'accident de mon fils? Le médecin consulta ses notes. Un certain Pierre Faucon. Il a été légèrement blessé et relâché après des soins mineurs. À ce nom, Julien pâlit visiblement. Pierre Faucon est le chauffeur personnel d'Antoine Barre. Dans la petite chambre d'hôpital, le silence qui suivit cette révélation était aussi lourd que la décision qui se profilait pour Léa. Retourner dans le monde des Lemoine signifiait affronter à nouveau les démons de son passé, mais ne pas le faire pourrait mettre son fils en danger. Théo brisa le silence, sa voix soudain empreinte d'une détermination nouvelle. Je veux savoir qui est vraiment mon père. Et si quelqu'un a essayé de me tuer à cause de lui, je veux savoir pourquoi. Léa échangea un long regard avec Julien, une compréhension tacite passant entre eux, pour protéger leur fils, l'un mort et l'autre vivant. Ils allaient devoir s'allier contre Sylvie et Antoine. D'accord, dit enfin Léa. Mais à ma façon et selon mes conditions. 3 jours après l'accident, Théo fut autorisé à quitter l'hôpital. Sa convalescence devait se poursuivre à domicile pendant au moins 2 semaines, ce qui signifiait que son entrée à l'université serait retardée. Cette situation, qui aurait dû contrarier le jeune homme impatient d'entamer ses études, semblait étrangement lui convenir. Il avait désormais un nouveau sujet de préoccupation, découvrir la vérité sur sa filiation et sur la mort d'André Lemoine. Julien avait insisté pour que Léa et Théo ne retournent pas à Saint-Clair. « Vous ne serez pas en sécurité là-bas », avait-il argumenté. « Pas maintenant qu'ils savent pour Théo. » À contre-cœur, Léa avait accepté de s'installer temporairement dans un petit appartement que Julien possédait dans le quartier de la Croix-Rousse, suffisamment loin du manoir Lemoine pour qu'elle puisse respirer, mais assez proche pour qu'ils puissent mener leur enquête, ce matin-là, attablés autour d'un café. Les 3 protagonistes de cette histoire improbable faisaient le point sur la situation. « Récapitulons », commença Julien en ouvrant un carnet. « Mon père a modifié son testament il y a environ 1 an pour inclure Théo comme bénéficiaire. Il soupçonnait qu'on l'empoisonnait. Il est mort il y a 3 mois d'une prétendue crise cardiaque. Le testament officiel a disparu. Mais j'ai une copie cachée. » Théo, le bras gauche en écharpe, écoutait attentivement. La ressemblance entre les 2 jeunes hommes était si frappante qu'un observateur extérieur les aurait pris pour des jumeaux. Seule leur manière trahissait leurs origines différentes. Julien avait cette assurance tranquille des gens nés dans le privilège, tandis que Théo possédait une intensité brute, forgée par une vie de défi, et ma mère et Antoine sont en train de liquider les actifs les plus précieux des entreprises Lemoine, poursuivit Julien. Des brevets pharmaceutiques, des participations dans des start-up prometteuses, tout ce qui peut être converti rapidement en liquidité. Pourquoi tant de précipitation ? Demanda Léa, qui observait les 2 frères avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Ils prévoient de quitter la France, répondit Julien. J'ai surpris une conversation entre eux. Ils parlèrent du Brésil, où l'extradition est compliquée. Extradition ? S'étonna Théo. Ils ont commis un crime si grave. Julien et Léa échangèrent un regard lourd de sens. Empoisonner mon père et tenter de te tuer ne te semble pas suffisamment grave. La voix de Julien était teintée d'amertume. Un silence pesant s'installa. Léa le rompit, en posant la question qui la tourmentait depuis qu'elle avait remis les pieds à Lyon. Comment allons-nous prouver tout ça ? Sans preuve, ce n'est que notre parole contre la leur. Et Sylvie Lemoine a des relations puissantes dans cette ville. J'ai peut-être une idée, dit lentement Julien. Le testament que j'ai trouvé mentionne un avocat, Maître Duval. Mon père lui faisait apparemment confiance. Nous pourrions commencer par lui. Et pour l'empoisonnement ? Demanda Théo. Comment prouver qu'il n'est pas mort naturellement 3 mois après les faits ? Julien se leva et fit les 100 pas. Geste qui rappela instantanément André à Léa. J'ai demandé une exhumation, mais ma demande a été bloquée. Trop de temps écoulé, pas assez d'éléments suspects, selon le juge. Ou alors, la juge est aussi dans la poche de ma mère, qui sait ? Il doit y avoir un moyen de prouver ce qu'ils ont fait. Insista Théo,
son désir de justice apparaissant clairement sur son visage. « Peut-être que Gustave pourrait nous aider », suggéra timidement Léa. Il a toujours eu un sens aigu de l'observation, et il semblait, dévoué à André. Julien hocha la tête, pensif. Gustave a effectivement toujours été loyal envers mon père. Mais il est aussi très prudent. Ma mère le terrorise. Il faut lui parler loin du manoir, décida Léa, dans un endroit où il se sentira en sécurité. Il va à la messe tous les dimanches à l'église Saint-Nizier, se souvint Julien. C'est peut-être notre meilleure chance. Un plan commençait à se dessiner. Ils iraient voir l'avocat le lendemain, puis tenteraient d'approcher Gustave dimanche. En attendant, Julien devait retourner au manoir pour ne pas éveiller les soupçons de sa mère. « Sois prudent », lui recommanda Léa avant son départ. « Ta mère est impitoyable. » Le jeune homme hocha gravement la tête. « Ne t'inquiète pas, j'ai appris à dissimuler mes émotions en grandissant avec elle. » Une fois Julien parti, Léa et Théo se retrouvèrent seuls pour la première fois depuis les révélations. Un silence gêné s'installa entre eux, tant de non-dits, tant de questions sans réponse. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ?» demanda finalement Théo, sa voix dénuée de reproches, juste empreinte d'une curiosité douloureuse. Léa soupira profondément, s'asseyant près de son fils sur le canapé, par honte, au début, puis par peur, et finalement, par habitude, je suppose. « L'aimais-tu » La question la prit au dépourvu par sa simplicité et sa profondeur. Léa prit son temps pour répondre, cherchant l'honnêteté qu'elle devait maintenant à son fils. Oui, d'une certaine façon je l'ai aimé, pas longtemps, pas assez pour que ce soit un grand amour, mais assez pour que sa trahison me brise le cœur. Et lui ? Je ne sais pas, Théo. Elle hésita, puis ajouta, Julien dit qu'il m'aimait d'après son journal, mais l'amour véritable aurait dû lui donner le courage de me défendre, de nous chercher. Théo médita ces paroles, son regard perdu sur l'horizon lyonnais visible par la fenêtre. J'aurais aimé le connaître, murmura-t-il enfin, même brièvement, juste pour savoir. Léa sentit son cœur se serrer. Avait-elle eu tort de priver son fils de cette rencontre ? La rancœur avait-elle obscurci son jugement toutes ces années ? Je suis désolée, mon chéri, vraiment désolée. Le lendemain matin, ils se rendirent dans le cabinet de Maître Duval, situé dans un bel immeuble haussmannien du centre-ville. L'homme, petit et sec avec des lunettes à monture d'écaille, les accueillit avec une politesse distante qui se transforma en intérêt vif quand Julien lui présenta la copie du testament. « Ceci est un document extrêmement important », confirma l'avocat après examen, « et je peux attester de son authenticité. J'étais présent quand monsieur Lemoine l'a signé. Alors vous pouvez nous aider à contester la version que ma mère a présentée au tribunal ?» demanda Julien avec espoir. Maître Duval ôta ses lunettes et les essuya méticuleusement, geste qui trahissait son inconfort. « Ce n'est pas si simple. J'ai été écarté du dossier immédiatement après le décès de votre père. Madame Lemoine a engagé un autre cabinet, plus accommodant. »« Vous voulez dire corrompu ?» traduisit platement Théo. L'avocat ne confirma ni ne démentit. Néanmoins, ce document constitue une base légale pour contester, mais ce sera un combat difficile. Il regarda Théo avec attention. « Vous êtes le portrait craché de votre père à votre âge. Un test ADN ne ferait que confirmer l'évidence. Et pour les soupçons d'empoisonnement ?» intervint Léa. Le visage de l'avocat s'assombrit. « Monsieur Lemoine m'avait fait part de ses inquiétudes. Il a même fait analyser secrètement des échantillons de son sang. Les résultats montrèrent des traces d'un poison rare, dérivé de la digitale, qui provoque des symptômes semblables à ceux d'une défaillance cardiaque. » Julien bondit de sa chaise. « Vous avez ces résultats. Pourquoi n'avoir rien dit à la police ? » Votre père me l'avait interdit. Il voulait d'abord mettre ses affaires en ordre, protéger ses avoirs. Et vous ? Il regarda Julien avec compassion. Il craignait que votre mère ne vous fasse du mal si elle se sentait acculée. En sortant du cabinet, les trois alliés improvisés se sentaient à la fois stimulés par ces nouvelles informations et accablés par l'ampleur de la tâche. « Nous avons le testament et les analyses de sang », résuma Théo. « C'est un début. » Léa n'était pas aussi optimiste. « Ces preuves sont fragiles, nous avons besoin de plus. Et surtout, nous avons besoin d'alliés. » Julien acquiesça sombrement. « Et il nous reste peu de temps. J'ai surpris ma mère au téléphone ce matin. Elle finalise la vente de notre filiale pharmaceutique la semaine prochaine. Après ça, ils auront les liquidités nécessaires pour disparaître. Sur le chemin du retour,
ils remarquèrent une voiture noire qui semblait les suivre à distance. Julien accéléra le pas, entraînant Léa et Théo dans une ruelle. Puis une autre, jusqu'à ce qu'ils soient certains d'avoir semé leurs poursuivants. « Ils nous surveillent », murmura-t-il, le visage tendu, dans le petit appartement de la Croix-Rousse. Ils tirèrent les rideaux avant de reprendre leur discussion. La situation prenait une tournure de plus en plus dangereuse. Mais la détermination brillait dans les yeux des deux frères. « Dimanche, nous parlerons à Gustave », décida Julien. « En attendant, je vais essayer de trouver qui est le notaire qui a validé le faux testament. » Léa observait ces deux jeunes hommes, si semblables et pourtant si différents, qui planifiaient ensemble comment faire éclater la vérité. Une vérité qui pourrait bien les mettre tous en danger de mort. Le dimanche arriva, apportant avec lui un pâle soleil d'automne qui dorait les façades de Lyon. Comme prévu, Léa et Théo se rendirent à l'église Saint-Isier pour intercepter Gustave à la sortie de la messe de 10h. Julien, quant à lui, devait assister à un brunch d'affaires organisé par sa mère au manoir. Une occasion pour lui de recueillir des informations supplémentaires, tout en détournant les soupçons. Alors que Théo et sa mère s'apprêtaient à quitter l'appartement, le jeune homme s'arrêta net. « Je devrais aller avec Julien », déclara-t-il soudainement. Léa le regarda, interloquée. « Au manoir, c'est beaucoup trop risqué. Sylvie te reconnaîtrait immédiatement. » Justement, les yeux de Théo brillaient d'une détermination nouvelle. Imagine sa tête si les deux frères apparaissaient ensemble, ce serait un choc psychologique. Un moyen de la déstabiliser. « C'est de la folie », protesta Léa. « Elle pourrait, je ne sais pas, tenter quelque chose de désespéré. Pas en public devant tous ses invités. » Il posa sa main valide sur l'épaule de sa mère. « Fais-moi confiance. Et puis, je veux voir la maison où mon père a vécu. Où tu as travaillé. » Léa hésita, partagée entre son instinct de protection maternelle et la compréhension du besoin de son fils de confronter ce passé qui lui avait été caché. « D'accord, » concéda-t-elle finalement. « Mais tu restes à côté de Julien, et au moindre signe de danger, vous partez tous les deux. » « C'est promis. » Théo acquiesça solennellement, avant d'appeler Julien pour lui faire part de ce changement de plan. À sa grande surprise, son frère accueillit l'idée avec enthousiasme. « C'est risqué, mais brillant, » concéda-t-il. « Je passe te chercher dans 20 minutes. » Restée seule, Léa se dirigea vers l'église. L'esprit troublé par un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à définir, le destin semblait les pousser tous inexorablement vers une confrontation avec Sylvie Lemoine, une confrontation dont l'issue restait incertaine. Au manoir Lemoine, le brunch battait son plein sur la terrasse donnant sur le parc. Une trentaine de personnes, avocats, banquiers, politiciens locaux et leurs épouses, sirotèrent du champagne en discutant affaires et mondanités. Sylvie, élégante dans une robe crème qui soulignait son teint encore parfait, jouait à la perfection son rôle de veuve éplorée mais résiliente. À ses côtés, Antoine Barre, distingué dans son costume sur mesure, la couvait d'un regard possessif qui ne trompait personne. Leur liaison était un secret de polichinelle dans le petit monde des affaires lyonnais, mais personne n'aurait osé le mentionner ouvertement. « Ah, Julien !» s'exclama Sylvie en apercevant son fils. « Je commençais à croire que tu nous avais oubliés. » Son sourire se figea instantanément lorsqu'elle vit qui accompagnait Julien. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée des invités devant l'apparition de ces deux jeunes hommes identiques. « Mère », dit calmement Julien, savourant l'effet produit. « Permettez-moi de vous présenter Théo Moreau, le fils de Léa Moreau, et de père. » Sylvie pâlit si violemment que plusieurs invités s'avancèrent, craignant qu'elle ne s'évanouisse. Antoine, lui, resta parfaitement immobile, seule la veine palpitant sur sa tempe trahissant sa fureur contenue. « Quelle plaisanterie est-ce là ?» articula finalement Sylvie, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas une plaisanterie, mais un fait biologique, » répondit Julien avec une assurance nouvelle. Comme vous pouvez le constater, la ressemblance est frappante. Théo se tenait légèrement en retrait, observant cette femme qui avait détruit la vie de sa mère. Cette femme qui était techniquement sa belle-mère, elle lui paraissait à la fois plus petite et plus fragile qu'il ne l'avait imaginé, mais ses yeux gris acier brillaient d'une intelligence froide qui confirmait tout ce qu'on lui avait dit. « Je suis ravi de faire enfin votre connaissance, Madame Lemoine », dit-il avec une politesse glaciale. « C'est dommage que nous n'ayons pas eu l'occasion de nous rencontrer plus tôt, 20 ans plus tôt, par exemple. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Les invités,
figé entre la curiosité malsaine et l'embarras, ne savait comment réagir à cette scène digne d'un mélodrame. Ce fut Antoine qui reprit le premier ses esprits. « Mes chers amis, lança-t-il d'une voix forte, un imprévu familial requiert notre attention. Nous vous prions de nous excuser quelques instants. » Il entraîna Sylvie, Julien et Théo à l'intérieur, dans le bureau qui avait autrefois appartenu à André. Dès que la porte se referma, il explosa. « À quoi jouez-vous, bon sang ? » ?»« Nous ne jouons pas, » répondit calmement Julien. « Nous rétablissons simplement la vérité. » Sylvie, qui avait retrouvé une partie de sa contenance, s'approcha de Théo comme si elle examinait un spécimen curieux. Ainsi, « C'est toi le bâtard de cette femme de ménage. Je dois reconnaître qu'André a bien choisi. Tu es son portrait craché. Je préfère le terme « fils », corrigea Théo sans se laisser impressionner. Quant à ma mère, elle a plus de dignité dans son petit doigt que vous n'en aurez jamais. Le gifle claqua dans l'air, avant même que quiconque puisse réagir. Théo ne broncha pas, soutenant le regard haineux de Sylvie avec un calme qui la déstabilisa. « Ça suffit, mère », intervint Julien. « Nous savons tout, pour le testament modifié, pour l'empoisonnement de père, et même pour l'accident de Théo qui n'en était pas un. » Antoine éclata d'un rire sans joie. « Des accusations ridicules. Avez-vous la moindre preuve ? » « Nous en avons, » confirma Julien. « Et d'autres sont en route. » C'était un bluff, bien sûr, mais l'espace d'un instant, il vit une lueur d'inquiétude traverser les yeux d'Antoine. « Écoutez-moi bien tous les deux, » reprit Sylvie d'une voix doucereuse. « Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner sur cette terrasse, présenter vos excuses pour cette mauvaise plaisanterie, puis disparaître de ma vue. En échange, je pourrais envisager un arrangement financier. Un pot de vin, vous voulez dire. » Théo secoua la tête avec dégoût. « Vous croyez vraiment que l'argent est notre motivation ? Et quelle est-elle, alors ?» demanda Antoine, sincèrement curieux. « La justice », répondirent en chœur les deux frères. Pendant ce temps, Léa attendait patiemment à la sortie de Sainte-Nizier. La messe s'achevait, et les fidèles commençaient à s'écouler sur le parvis. Enfin, elle aperçut Gustave, légèrement voûté mais toujours digne dans son costume démodé. « Gustave !» l'appela-t-elle doucement en s'approchant. Le vieil homme sursauta, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Mademoiselle Léa, est-ce possible ? » « C'est bien moi, Gustave. » Elle sourit avec une chaleur qu'elle ne pensait plus ressentir pour quiconque associé à cette période de sa vie. « Pourriez-vous m'accorder quelques minutes ?» Ils s'installèrent dans un petit café à proximité, où Léa lui expliqua brièvement la situation. Le majordome l'écouta sans l'interrompre, son visage ridé se transformant lentement sous l'effet d'émotions contradictoires. « Je me doutais bien que quelque chose de terrible se tramait, » murmura-t-il enfin. Monsieur André dépérissait à vue d'œil, et cette façon dont Madame et Monsieur Barre chuchotaient ensemble. Mais je n'ai rien dit, rien fait. Sa voix se brisa de remords. « Vous pouvez encore l'aider, » insista Léa. « Nous avons besoin de preuves, Gustave, de témoins. » Il hésita. Partagé entre sa loyauté traditionnelle et ce qui semblait être un réel attachement à André et Julien, « Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vous aider, » dit-il finalement. La secrétaire personnelle de Madame, Laura Descamps, elle est arrivée peu après le décès de Monsieur. Je l'ai surprise plusieurs fois en train de fouiller dans les papiers. Les jours où Madame n'était pas là, vous pensez qu'elle cherche quelque chose de spécifique ? Je ne sais pas, mais elle est différente des autres employés de Madame, plus observatrice, plus prudente aussi. Cette information intrigua Léa. Comment puis-je la rencontrer ? Elle vient souvent à la boulangerie maison au coin de la rue de l'université. Vers 18h, après son travail, de retour au manoir, les frères avaient quitté précipitamment le brunch après l'altercation dans le bureau, dans la voiture. Julien semblait préoccupé. « Elle ne laissera pas passer ça », dit-il sombrement. « Nous venons de déclarer ouvertement la guerre. »« Nous n'avions pas vraiment le choix, » répondit Théo. « Au moins maintenant, elle sait que nous sommes au courant. Ça pourrait la pousser à commettre une erreur. » Ils retrouvèrent Léa à l'appartement, où elle leur fit part de sa conversation avec Gustave et de l'existence de cette mystérieuse Laura Descamps. Julien fronça les sourcils. « Je l'ai croisée plusieurs fois au manoir, plutôt jolie, discrète, efficace. Ma mère ne tarit pas d'éloges sur elle, ce qui est rare. Tu penses qu'elle pourrait nous aider ? » demanda Théo. « Si elle fouille dans les affaires de ma mère en secret,
C'est qu'elle a son propre agenda, reste à savoir lequel. Julien décida d'aller à la rencontre de Laura dès le lendemain, seule. Si elle est vraiment en train de chercher quelque chose contre ma mère, ma présence la rassurera plus que celle d'étrangers, argumenta-t-il. Ce qu'il ne dit pas, c'est que le visage de Laura Descamps était resté gravé dans sa mémoire depuis leur première rencontre. Quelques semaines plus tôt, quelque chose dans ses yeux verts, une intelligence vive, une sorte de détermination voilée, l'avait frappé. Cette mission était aussi une occasion de satisfaire sa curiosité à son sujet. Léa l'observait avec un sourire en coin. L'attraction était évidente, même si Julien faisait son possible pour la dissimuler. Comme son père avant lui, il semblait attiré par les femmes au caractère fort et au secret bien gardé. Le lendemain, à 18h précises, Julien pénétra dans la boulangerie maison. Laura était là, feuilletant distraitement un magazine, en attendant sa commande. Sans son tailleur strict, vêtue d'un simple jean et d'un pull bleu, elle paraissait plus jeune, plus accessible aussi. « Mademoiselle Descamps », l'aborda-t-il avec un sourire. Elle se figea en le reconnaissant, une fugitive expression de panique traversant son visage, avant qu'elle ne se compose un masque de politesse professionnelle. « Monsieur Lemoine, quelle surprise. Je peux vous offrir un café, j'aimerais vous parler de ma mère et de mon père. » Laura hésita, puis acquiesça lentement. « D'accord, mais pas ici. » Ce qu'aucun d'eux ne remarqua, c'était la silhouette qui les observait depuis l'autre côté de la rue, un téléphone portable collé à l'oreille. Laura conduisit Julien jusqu'à un petit café discret dans une ruelle adjacente. L'endroit était presque désert à cette heure, ce qui leur garantissait une conversation sans oreilles indiscrètes. Ils s'installèrent dans un coin reculé, aussi loin que possible des rares clients. « Comment avez-vous su où me trouver ?» demanda-t-elle sans préambule, ses yeux verts scrutant Julien avec méfiance. « Gustave vous a remarqué ?» répondit-il franchement. « Il dit que vous fouillez dans les papiers de ma mère quand elle n'est pas là. » Un éclair de panique traversa le regard de Laura, mais elle se reprit rapidement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Écoutez, je ne suis pas ici pour vous piéger ou vous dénoncer. » Julien se pencha vers elle, baissant la voix. « Je sais que mon père a été empoisonné. Je sais que ma mère et Antoine Barre ont falsifié son testament. Et je soupçonne que vous n'êtes pas là par hasard. » Laura resta silencieuse un long moment, pesant visiblement le pour et le contre d'une confidence. Finalement, elle soupira. « Je m'appelle en réalité Laura Barre. Antoine est mon oncle. » Julien écarquilla les yeux, stupéfait par cette révélation. Son oncle ? Mais pourquoi ? Il m'a placé auprès de votre mère pour surveiller ses faits et gestes, s'assurer qu'elle ne le double pas dans leur arrangement. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Il ne fait confiance à personne, pas même à sa complice. Et vous acceptez de travailler pour un homme capable d'empoisonner quelqu'un. Laura baissa les yeux. Au début, je ne savais pas. Je croyais simplement aider mon oncle dans une affaire de succession compliquée. Puis j'ai commencé à entendre des bribes de conversation, à remarquer des documents étranges. Elle hésita. Et il y a eu votre père. Que voulez-vous dire ? Avant de mourir, il m'a convoqué dans son bureau. Je ne sais pas comment, mais il avait découvert qui j'étais. Au lieu de me dénoncer, il m'a demandé de veiller sur vous. Mon fils aura besoin d'alliés, m'a-t-il dit. Il m'a aussi parlé d'un autre fils, né hors mariage. Julien hocha lentement la tête. Théo. Je cherche des preuves, Julien, des preuves concrètes de ce qu'ils ont fait, mais ils sont prudents, très prudents. Pourquoi nous aider ? C'est votre famille que vous trahissez. Laura le regarda droit dans les yeux. Parce que je ne veux pas être complice d'un meurtre, et parce que votre père a été le seul à me traiter avec respect dans cette maison. Quelque chose dans son regard, une sincérité brute, toucha Julien plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. « Je vous crois », dit-il simplement. Ce soir-là, en retournant à l'appartement de la Croix-Rousse, Julien rapporta sa conversation avec Laura à Léa et Théo. L'enthousiasme du jeune homme était palpable. Mais Léa restait sceptique. « Tu es sûre qu'on peut lui faire confiance ?» demanda-t-elle. « Elle pourrait très bien jouer double jeu. Je la crois sincère », insista Julien. Peut-être un peu trop vivement, Théo échangea un regard complice avec sa mère. L'intérêt de Julien pour la mystérieuse Laura dépassait visiblement le cadre de leur enquête. « Qu'a-t-elle proposé, concrètement ?» demanda Théo, ramenant la conversation sur un terrain plus pratique. « Elle va essayer de copier certains documents compromettants, et elle nous a donné un tuyau.
Sylvie et Antoine prévoient de finaliser la vente de la filiale pharmaceutique lors d'un dîner d'affaires vendredi prochain. Au manoir, tous les signataires seront présents. Une occasion parfaite pour les confronter publiquement, songea Théo à voix haute. Ou pour récupérer des preuves pendant que tout le monde sera occupé, suggéra Léa. Mais pour ça, il faudrait pouvoir entrer discrètement dans le manoir. Un silence pensif s'installa. Puis Léa se redressa soudain, une idée germant dans son esprit. Et si je revenais là où tout a commencé? Les deux frères la regardèrent avec incompréhension. Le manoir manque de personnel depuis la mort d'André, expliqua Julien, comprenant peu à peu. Ma mère se plaint constamment que les agences d'intérim ne lui envoient que des incompétents. Exactement, confirma Léa avec un sourire amer. Et qui mieux qu'une femme de ménage pour se faufiler partout sans attirer l'attention? C'est trop dangereux, protesta Théo. Elle te reconnaîtra. Pas si je me transforme un peu. Léa passa la main dans ses cheveux. Un peu de teinture, des lunettes, peut-être quelques kilos supplémentaires grâce à des vêtements rembourrés. Les gens ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir. Et Sylvie Lemoine n'a jamais vraiment regardé ses domestiques. Le plan était audacieux, peut-être même téméraire, mais il offrait leur meilleure chance d'accéder aux documents du manoir. Après quelques heures de discussion et d'ajustement, ils décidèrent de passer à l'action. 3 jours plus tard, Madame Dubois, une quinquagénaire aux cheveux poivre et sel et aux lunettes épaisses, se présentait à l'agence d'intérim recommandée par Laura. Son CV impressionnant et les références soigneusement falsifiées par Julien lui valurent d'être immédiatement envoyée au manoir Lemoine pour un essai. Léa n'avait pas mis les pieds dans cette demeure depuis 20 ans. Et pourtant, chaque corridor, chaque pièce, lui semblait étrangement familier, comme si le temps s'était suspendu, attendant son retour pour reprendre son cours. Gustave, qui l'accueillit sans la reconnaître, lui fit visiter les lieux qu'elle connaissait par cœur. « Madame est très exigeante », l'avertit-il. « Les 5 dernières femmes de ménage n'ont pas tenu plus d'1 semaine. Je suis habituée aux employeurs difficiles », répondit Léa avec un sourire énigmatique. Son cœur battait à tout rompre quand elle fut finalement présentée à Sylvie dans le petit salon, le même où, 20 ans plus tôt, elle avait été engagée pour la première fois. Sylvie la toisa brièvement, sans vraiment la voir. « Vos références semblent correctes. Vous commencez demain, 6 heures précises. Gustave vous expliquera vos attributions. » Léa baissa la tête en signe d'acquiescement, soulagée que son déguisement fonctionne si bien. Mais alors qu'elle s'apprêtait à suivre Gustave hors de la pièce, quelque chose attira son attention sur la cheminée, une photographie d'André, encadrée de noir, sans réfléchir. Elle s'arrêta pour la regarder. « Un problème, Madame Dubois ?» demanda Sylvie, soudain attentive. « Non, Madame. Je me disais simplement que monsieur avait l'air d'être un homme bon. » Un rire sec s'échappa des lèvres de Sylvie. « Les apparences sont souvent trompeuses. Mon défunt mari avait beaucoup de faiblesse. » Léa dut se faire violence pour ne pas répondre. Elle sentait le médaillon qu'elle portait autour du cou. Ce même médaillon qu'elle avait remis pour la première fois depuis des années. Comme un talisman pour cette mission périlleuse, les jours suivants, Léa s'acquitta de ses tâches avec la même efficacité qu'autrefois, tout en explorant discrètement le manoir. Elle remarqua vite que beaucoup de choses avaient changé. Le bureau d'André était maintenant occupé par Antoine. La bibliothèque qu'il aimait tant avait été transformée en salle de sport moderne. Et le petit salon de musique, où il jouait parfois du piano pour elle, servait désormais de dressing supplémentaire à Sylvie. C'était comme si on avait systématiquement effacé toute trace de l'homme qui avait vécu là. Le vendredi du dîner d'affaires arriva enfin, tandis que les invités commençaient à se présenter. Léa, sur les conseils de Laura, proposa de s'occuper du rangement dans l'aile est du manoir, prétextant vouloir être utile sans déranger la réception. Cette aile, pratiquement abandonnée depuis des années, abritait d'anciennes chambres d'invités et un salon d'hiver tombé en désuétude. Ce que Sylvie ignorait, c'est que cette partie du manoir avait autrefois appartenu à une autre famille, celle dont le médaillon de Léa portait les armoiries, alors qu'elle époussetait mécaniquement les meubles couverts de drap blanc. Léa fut interrompue par l'arrivée de Gustave. « Madame Dubois, Madame me charge de vous dire que vous pouvez rentrer chez vous. Elle préfère que le personnel soit réduit au minimum pendant le dîner. » Léa acquiesça, dissimulant sa déception. Son plan pour fouiller le bureau d'Antoine tombait à l'eau. Mais alors qu'elle rassemblait ses affaires, un reflet attira son regard. Son médaillon s'était échappé de son corsage et brillait doucement dans la lumière du crépuscule filtrant à travers les vieilles fenêtres. Gustave se figea en l'apercevant.
Ce bijou, murmura-t-il, soudain pâle comme un linge. Où l'avez-vous trouvé ? Léa hésita, puis décida de jouer le tout pour le tout. Il m'appartient depuis toujours, Gustave, depuis bien avant que je ne travaille ici pour la première fois, il y a 20 ans. Le vieil homme chancela, s'appuyant contre le mur. Mon Dieu, mademoiselle Léa. Elle ôta ses lunettes, le regardant droit dans les yeux. Oui, Gustave, c'est moi. Mais ce médaillon, il s'approcha, examinant de plus près le bijou. Ce sont les armoiries des Valmont, la famille qui possédait ces terres avant les Lemoine. Ce fut au tour de Léa de faiblir. Quoi ? Ces armoiries, le lion et l'étoile. C'était le blason de la famille Valmont. Ils ont tout perdu il y a, 40 ans maintenant, un terrible incendie. Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Des images fugaces traversèrent son esprit. Des flammes, des cris, une petite fille terrifiée courant dans un couloir enfumé. « Gustave !» articula-t-elle avec difficulté. « Racontez-moi tout sur les Valmont. » Gustave fit entrer Léa dans une petite pièce adjacente et ferma soigneusement la porte derrière eux. Les mains du vieil homme tremblaient légèrement, tandis qu'il allumait une lampe qui diffusa une lumière douce sur les meubles couverts de draps. Les Valmont étaient autrefois la famille la plus respectée de Lyon, commença-t-il à voix basse. Édouard Valmont, le patriarche, possédait ces terres et de nombreuses entreprises textiles. Un homme d'une grande intégrité, généreux envers ses employés, passionné d'art et de musique. Léa porta machinalement la main à sa tempe, où une douleur lancinante commençait à se faire sentir, des bribes d'images, un homme au piano, une femme riant dans un jardin, surgissaient comme des fantômes. Sa femme, Camille, était également très aimée. Ils avaient une petite fille, Élise, murmura Léa, le nom surgissant spontanément de sa mémoire. Gustave la regarda, stupéfait. Oui, Élise. Elle avait 5 ans quand l'incendie a ravagé la partie ouest du manoir, tuant ses parents. On n'a jamais retrouvé son corps, mais tous pensaient qu'elle avait péri avec eux. Que s'est-il passé ensuite ? Henri Lemoine, le père d'André, a racheté les propriétés pour une bouchée de pain. Les Valmont n'avaient pas d'autre héritier connu, et la succession a été réglée en quelques mois. Léa sentit un frisson la parcourir. L'incendie était-il vraiment accidentel ? Le vieux majordome détourna le regard. Il y a toujours eu des rumeurs. Henri Lemoine convoitait ces terres depuis longtemps pour y construire ses usines. Et la famille Valmont refusait obstinément de vendre. Vous pensez qu'il a orchestré l'incendie ? Je n'ai jamais eu de preuves. Mais André, votre André, en était convaincu. C'est la raison pour laquelle il a toujours refusé de démolir cette aile. La seule partie de la propriété des Valmont ayant survécu, il disait qu'il avait une dette envers eux. Léa serra le médaillon dans sa main, des souvenirs longtemps enfouis remontant par vagues. Une gouvernante l'emmenant précipitamment par une porte dérobée, la chaleur insoutenable des flammes, les cris, puis une fuite à travers la campagne dans la nuit froide. « Ma tante », murmura-t-elle. « Celle qui m'a élevée, elle n'était pas vraiment ma tante, n'est-ce pas ? Probablement la gouvernante des Valmont, mademoiselle Jeanne Moreau. Elle a disparu la nuit de l'incendie. Tout le monde pensait qu'elle avait simplement quitté son emploi après la tragédie. Une larme silencieuse coula sur la joue de Léa. Elle m'a sauvée. Elle a changé mon nom, m'a emmenée loin d'ici, pour me protéger. » Gustave hocha gravement la tête. « Si Henri Lemoine était derrière l'incendie, vous auriez été en grand danger. Et j'ai travaillé pendant 5 ans pour la famille qui avait détruit la mienne. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Léa. « Pire encore, je suis tombée amoureuse du fils de l'assassin de mes parents. André n'était qu'un adolescent quand c'est arrivé, » la défendit doucement Gustave. Il ne savait rien des manigances de son père quand il a découvert la vérité, des années plus tard. Cela l'a détruit. Quand l'a-t-il découverte ? Peu après votre départ, je crois. Il a trouvé des documents dans le coffre de son père, après sa mort, des preuves de son implication dans l'incendie et... Gustave s'interrompit, visiblement mal à l'aise. « Et quoi, Gustave ? Il a aussi trouvé votre dossier ? Henri vous faisait surveiller depuis des années, depuis que vous aviez postulé pour travailler ici. Il savait qui vous étiez. André était dévasté. Il vous a cherché partout, mais vous aviez disparu. » La pièce semblait tournoyer autour de Léa. André avait découvert sa véritable identité. Il avait su qu'elle était Élise Valmont, l'héritière légitime de tout ce que sa famille possédait désormais. Et pourtant, il ne l'avait pas dénoncée à Sylvie. Au contraire, il avait essayé de la retrouver. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Léa remit rapidement ses lunettes,
tandis que Gustave ouvrait la porte pour découvrir Laura. Le visage tendu. « Il vous cherche », dit-elle précipitamment. Antoine a reçu un appel qui semblait le perturber. Il a demandé à voir la nouvelle femme de ménage immédiatement. « Ils savent », murmura Léa avec un sentiment d'urgence. « Laura, j'ai besoin que vous fassiez passer un message à mes fils. Dites-leur que je suis Élise Valmont et que toute la vérité sur l'Empire Lemoine est ici, dans cette aile. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent de surprise, mais elle hocha la tête sans poser de questions. Elle disparut rapidement dans le couloir, tandis que Gustave escortait Léa vers le bureau où Antoine et Sylvie l'attendaient. En entrant dans la pièce, Léa sut immédiatement que sa couverture était compromise. Sylvie la fixait avec un mélange de fureur et d'incrédulité, tandis qu'Antoine, debout près de la fenêtre, affichait un sourire cruel. « Quelle persévérance, Léa Moreau !» cracha Sylvie. « Ou devrais-je dire Élise Valmont ?» Léa se figea, stupéfaite que Sylvie connaisse déjà sa véritable identité. « Oh oui, nous savons tout », confirma Antoine, savourant sa confusion. « En fait, nous le savons depuis longtemps, bien avant que vous ne reveniez ici déguisée en femme de ménage vieillissante, un déguisement plutôt réussi. D'ailleurs, comment ? André ?» répondit Sylvie avec un rictus. Ce cher André et ses journaux intimes, il y documentait tout, sa découverte de votre véritable identité, ses remords, sa décision de vous léguer une partie de sa fortune. Très touchant, vraiment, et terriblement pratique pour nous, ajouta Antoine. Imaginez notre surprise quand nous avons découvert que non seulement il avait un fils illégitime, mais que la mère de ce fils était l'héritière légitime des terres sur lesquelles nous avons bâti notre empire. Quelle coïncidence romanesque. Léa releva la tête, défiant du regard ces deux personnes qui avaient détruit tant de vies. « Vous n'avez pas le droit d'être ici », dit-elle avec une assurance nouvelle. « Ces terres, ces entreprises, tout cela m'appartient légitimement. » Sylvie éclata d'un rire sec. « Après 40 ans, tous les délais légaux sont largement dépassés, ma chère. Et quelles preuves avez-vous, à part ce médaillon ridicule ?» À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Théo et Julien, suivis de Laura. « Peut-être ceci ?» lança Théo en brandissant une liasse de documents jaunis. Le visage d'Antoine se décomposa à cette vue. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans la cachette qu'André avait mentionnée dans son journal. » répondit Julien. « Derrière le tableau dans la bibliothèque, vraiment, mère, vous auriez dû être plus taureau dans vos recherches. » Sylvie foudroya du regard Laura, comprenant enfin son rôle dans cette affaire. « Petite traîtresse, Antoine, ta nièce nous a trahis. » Laura s'avança, se plaçant délibérément aux côtés de Julien. « Je n'ai trahi personne, j'ai simplement choisi de ne pas être complice d'un meurtre. Ces documents prouvent tout, » poursuivit Théo. « L'implication d'Henri Lemoine dans l'incendie qui a tué mes grands-parents, les transactions frauduleuses qui ont suivi, et même... » Il marqua une pause, fixant intensément Antoine. « Même le poison que vous avez utilisé pour tuer mon père. » Le visage d'Antoine passa de la pâleur à un rouge cramoisi. Des mensonges. Tout cela ne sont que des mensonges. D'un geste brusque, il sortit un revolver de sa veste et le pointa sur le groupe. « Vous allez me donner ces papiers. » Maintenant, Julien fit un pas en avant, protégeant instinctivement Laura. « C'est trop tard, Antoine. Des copies ont déjà été envoyées à la police et à notre avocat. » C'était un bluff. Mais l'assurance dans la voix de Julien fit hésiter Antoine juste assez longtemps pour que Théo, profitant de cette seconde d'inattention, se jette sur lui. Dans la lutte qui s'ensuivit, un coup de feu partit, faisant voler en éclats un vase précieux. Sylvie, voyant la situation lui échapper, tenta de s'enfuir, mais Léa s'interposa, bloquant la porte. « Pas cette fois, Sylvie !» Les deux femmes se dévisagèrent avec une haine cristallisée par des décennies d'injustice et de mensonges. Quelque chose dans le regard de Léa, peut-être la détermination inébranlable de celle qui a tout perdu et n'a plus rien à craindre, fit reculer Sylvie. Pendant ce temps, Théo et Julien avaient réussi à désarmer Antoine. Laura s'empressa d'appeler la police, tandis que Gustave, attiré par le coup de feu, se tenait dans l'encadrement de la porte, témoin silencieux de la fin d'une ère. Plus tard cette nuit-là, après que la police eut emmené Sylvie et Antoine pour interrogatoire, Léa se tenait devant la fenêtre du petit salon, contemplant le parc baigné de lune. Son parc, réalisa-t-elle avec un sentiment étrange. « Élise Valmont », murmura-t-elle, testant ce nom qui était le sien, mais qui lui semblait encore étranger. « Je suis Élise Valmont. » Derrière elle,
Ses fils, si semblables et pourtant si différents, discutaient à voix basse avec Laura et Gustave, une nouvelle famille, forgée dans l'adversité, unie par les liens du sang et une quête commune de justice. L'aube se lèverait bientôt sur une nouvelle ère pour le manoir Valmont-le-Moine, et cette fois, la vérité brillerait aussi clairement que le médaillon doré qui avait traversé les décennies pour révéler enfin ses secrets. Les jours qui suivirent l'arrestation de Sylvie et Antoine furent un tourbillon d'interrogatoires. De réunions avec des avocats et de révélations médiatiques, l'affaire Lemoine, comme la presse l'avait surnommée, faisait la une de tous les journaux lyonnais. L'histoire avait tout d'un roman, un empire bâti sur un meurtre, une héritière perdue qui revient après 40 ans, et 2 frères identiques séparés par le destin. Cependant, la lutte était loin d'être terminée. Si Sylvie et Antoine avaient été arrêtés, leurs avocats travaillaient d'arrache-pied pour minimiser les accusations, arguant que les preuves retrouvées étaient trop anciennes ou potentiellement falsifiées. Quant au droit d'Élise sur la propriété des Valmont, la bataille juridique s'annonçait longue et complexe. Ce soir-là, la petite famille improvisée s'était réunie dans le salon de l'appartement de la Croix-Rousse. Léa, ou plutôt Élise, comme elle commençait lentement à s'habituer à être appelée, écoutait les avocats expliquer les difficultés qui les attendaient. « L'incendie a eu lieu il y a 40 ans, expliquait Maître Duval, l'air préoccupé. Le délai de prescription est largement dépassé pour les crimes en eux-mêmes. Nous pouvons poursuivre pour la falsification du testament d'André et pour son empoisonnement, mais prouver que Henri Lemoine est responsable de la mort des Valmont sera presque impossible. Et mes droits sur la propriété ? Demanda Élise. C'est compliqué. Techniquement, en tant qu'héritière des Valmont, vous avez des droits. Mais après tant d'années et tant de transformations de la propriété, il haussa les épaules. Les tribunaux pourraient être considérés que la prescription acquisitive joue en faveur des Lemoine. « Ah, ce n'est pas juste !» intervint Théo avec véhémence. « Ils ont volé son héritage, tué ses parents, et ils s'en tireraient. La justice et le droit sont parfois 2 choses différentes, » répondit tristement l'avocat, Laura, qui avait été remarquablement silencieuse durant toute la discussion, se leva soudain. « Je pense que j'ai quelque chose qui pourrait aider. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Mon oncle garde toujours des dossiers sur tout. Il est méthodique. Je sais qu'il a un coffre-fort dans son appartement personnel, complètement séparé des affaires Lemoine. Que crois-tu qu'on puisse y trouver ?» demanda Julien. « Je ne sais pas exactement. Mais il m'a parlé une fois d'une assurance vie concernant Sylvie. Il disait que c'était sa protection au cas où elle tenterait de le doubler. » Julien se redressa, soudain intéressé. « Tu penses pouvoir y accéder ?» Laura hésita. « J'ai une clé de son appartement. Il me la confiait parfois pour arroser ses plantes quand il voyageait. Mais le coffre, je ne connais pas la combinaison. »« On pourrait essayer, » suggéra Théo. « C'est notre meilleure chance. » Le plan fut rapidement élaboré. Laura et Julien se rendraient à l'appartement d'Antoine sous prétexte de récupérer des affaires personnelles de Laura, tandis qu'Élise et Théo continueraient à travailler avec Maître Duval sur les aspects légaux de l'affaire. Au moment du départ, Élise prit Laura à part. « Soyez prudents. Antoine a peut-être des complices que nous ne connaissons pas. » La jeune femme hocha gravement la tête. « Ne vous inquiétez pas, nous serons discrets. » L'appartement d'Antoine Barre, situé dans le quartier huppé des Brotteaux, respirait le luxe froid et impersonnel. Tout y était parfaitement rangé, comme si personne n'y vivait vraiment. Laura guida Julien jusqu'au bureau, où un tableau d'art moderne dissimulait le coffre-fort. « Tu as une idée pour la combinaison ?» demanda Julien, examinant le dispositif électronique. Laura réfléchit un instant. Il utilise souvent la date de naissance de sa mère. Il était très attaché à elle. Julien tenta la combinaison, sans succès. « Et c'est le 070968 » suggéra Laura. C'est la date où il a conclu sa première grosse affaire. Il en parlait souvent. Cette fois, le coffre s'ouvrit dans un léger déclic. À l'intérieur, ils découvrirent plusieurs dossiers soigneusement étiquetés, des liasses de billets, un passeport sous un nom différent et une petite clé USB. « Regarde ça », murmura Julien en saisissant un dossier intitulé « Sylvie Assurance ». Il l'ouvrit et resta figé de stupeur. Mon Dieu, le dossier contenait des photographies de Sylvie et Antoine ensemble, datant visiblement d'avant la mort d'André, des relevés bancaires montrant des transferts suspects, et plus accablant encore, des notes détaillées sur le poison utilisé et son administration progressive dans les repas d'André. Il documentait tout, souffla Laura.
horrifié, pour se protéger si jamais Sylvie tentait de le trahir. Julien continuait de feuilleter les documents quand un autre dossier attira son attention, étiqueté simplement « Valmont ». Il contenait des papiers encore plus anciens, dont une lettre manuscrite d'Henri Lemoine adressée à son fils André, datée de quelques jours avant sa mort. « Il avoue tout », murmura Julien en parcourant la lettre. « L'incendie, les faux documents pour la succession, il lui demande même pardon. » Laura, qui examinait la clé USB sur l'ordinateur d'Antoine, laissa échapper un cri étouffé. « Julien, viens voir ça !» Sur l'écran s'affichait une vidéo de surveillance datant de quelques mois. On y voyait clairement Sylvie verser un liquide incolore dans le verre d'André, sous le regard satisfait d'Antoine. « C'est la preuve qu'il nous fallait, » dit Julien, le visage pâle mais déterminé. « Copie tout ça, on l'emmène immédiatement à Duval. » Alors qu'il rassemblait précipitamment les preuves, le téléphone de Julien vibra. C'était un message de Théo. « Revenez vite. Sylvie a été libérée sous caution. Elle a disparu. » Au manoir Lemoine, Élise marchait lentement dans l'aile est, celle qui avait autrefois appartenu à sa famille. Gustave l'accompagnait, lui montrant les pièces qu'elle avait habitées enfant, ravivant des souvenirs longtemps enfouis. « Voici ce qui était la chambre de vos parents, » dit-il en ouvrant une porte grinçante. « Et là, c'était la vôtre. » Élise entra dans la petite pièce poussiéreuse. Des fragments de mémoire revenaient. Des rideaux bleus, une poupée de porcelaine, des contes lus le soir par sa mère. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin où elle avait dû jouer enfant. « Pourquoi André a-t-il préservé tout cela ?» demanda-t-elle doucement. « Par remords, je suppose. Il disait que cette aile était votre héritage légitime. Il ne voulait pas qu'elle soit détruite ou transformée. » Élise sentit une émotion complexe l'envahir, quelque chose entre la gratitude et la douleur. André avait au moins essayé, à sa façon, de préserver une partie de son passé. Un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter. Gustave ouvrit la porte pour trouver Théo. Essoufflé. « Maman, il faut partir maintenant, » dit-il, la panique perceptible dans sa voix. Sylvie a été libérée. Elle a payé une caution énorme, et elle a disparu dans la nature. « Mais pourquoi viendrait-elle ici ?» demanda Élise, perplexe, avant que Théo ne puisse répondre. Une odeur âcre de fumée commença à se répandre dans le couloir. Gustave se précipita vers une fenêtre. Mon Dieu, l'aile ouest est en feu. Les flammes se propageaient déjà rapidement, léchant les murs extérieurs et progressant vers l'aile est. Dans la cour, une silhouette familière observait l'incendie grandir. Sylvie, son visage éclairé par les flammes, une expression de satisfaction cruelle sur ses traits. Elle veut finir ce que Henri a commencé, comprit Élise avec horreur. Détruire toute trace des Valmont, une bonne fois pour toutes. Et nous avec, ajouta Théo en la tirant vers les escaliers. Vite, il y a une sortie par l'arrière. Ils dévalèrent les marches. Gustave les suivant avec difficulté. La fumée devenait de plus en plus épaisse, les flammes gagnant du terrain avec une rapidité effrayante. Quelqu'un a dû répandre de l'accélérateur, cria Gustave entre deux quintes de toux. Ce n'est pas naturel. Alors qu'ils atteignaient le rez-de-chaussée, un craquement sinistre retentit au-dessus d'eux. Une poutre enflammée s'effondra, bloquant le passage vers la sortie arrière. Piégés, ils reculèrent vers le centre du manoir, la fumée rendant l'air presque irrespirable. Par ici, Gustave les entraîna vers une petite porte dissimulée dans la boiserie. Le passage des domestiques, il mène directement au parc. Le couloir étroit était encore épargné par les flammes, mais la fumée y pénétrait déjà. Ils avançaient à tâtons, à moitié aveuglés, quand un nouveau craquement se fit entendre. « Attention !» cria Théo en poussant Élise et Gustave en avant. Juste avant qu'une partie du plafond ne s'effondre derrière eux, ils débouchèrent enfin à l'extérieur, toussant et haletant dans l'air frais de la nuit. Le manoir Lemoine était désormais un brasier rugissant, les flammes montant haut dans le ciel nocturne. Des sirènes retentissaient au loin. Quelqu'un avait dû appeler les pompiers. « Où est Sylvie ?» demanda Élise, scrutant les environs. Théo secoua la tête. Il ne la voyait nulle part. Puis un cri les fit se retourner vers le manoir. Une silhouette se débattait à une fenêtre du premier étage. Antoine Barre. « Il est piégé !» s'écria Gustave. « Mais que fait-il là ? Il devrait être en prison. » s'exclama Théo. Gustave haussa les épaules, impuissant. « Peut-être libéré sous caution, comme madame. » Il regardait, horrifié,
Antoine tentait désespérément d'échapper aux flammes qui l'encerclaient. Puis la fenêtre explosa sous l'effet de la chaleur, et l'homme disparut dans une gerbe d'étincelles. À cet instant, la voiture de Julien s'arrêta dans un crissement de pneus. Lui et Laura en sortirent, contemplant avec stupeur le manoir en flammes. « Mon Dieu !» murmura Laura en s'accrochant au bras de Julien. « C'est Sylvie qui a fait ça. Et où est-elle maintenant ?» demanda Julien, cherchant des yeux sa mère dans la lueur de l'incendie. Antoine était à l'intérieur, dit Élise d'une voix blanche. Nous l'avons vue à la fenêtre, puis... Elle ne put terminer sa phrase. Laura pâlit. Peut-être qu'ils se sont retrouvés ici pour récupérer quelque chose d'important. Ou bien elle l'a piégé là-dedans, suggéra sombrement Théo. Pour effacer le dernier témoin de ces crimes, les pompiers arrivaient enfin, mais il était clair que le manoir ne pourrait être sauvé. Des décennies d'histoire, tant des Lemoine que des Valmont, partaient en fumée sous leurs yeux. Pourtant, alors qu'ils observaient les flammes dévorer ce qui avait été le théâtre de tant de douleurs et de mensonges, Élise sentit un étrange sentiment de libération l'envahir, comme si le feu, qui avait autrefois détruit sa vie, la purifiait maintenant d'un passé trop lourd à porter. « Regardez !» s'écria soudain Laura, pointant vers une partie du mur extérieur qui venait de s'effondrer. Dans les décombres fumants apparaissait ce qui semblait être l'entrée d'une petite pièce secrète, miraculeusement épargnée par les flammes. Et à l'intérieur, il pouvait distinguer ce qui ressemblait à un coffre métallique. Une semaine s'était écoulée depuis l'incendie qui avait ravagé le manoir Lemoine. La police avait retrouvé le corps calciné d'Antoine dans les décombres, mais aucune trace de Sylvie. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait quitté le pays, probablement grâce à l'un des faux passeports qu'Antoine gardait dans son appartement. Une notice rouge d'Interpol avait été émise à son nom, mais les chances de la retrouver semblaient minces. Cependant, l'incendie, qui avait été la stratégie finale désespérée de Sylvie pour effacer toutes les preuves, avait paradoxalement révélé le trésor le plus précieux. Derrière un mur effondré, les pompiers avaient découvert une petite chambre forte, construite à l'époque des Valmont pour protéger leurs documents les plus importants. À l'intérieur, miraculeusement préservés, se trouvaient tous les titres de propriété originaux, des lettres familiales et même un testament d'Édouard Valmont désignant sa fille Élise comme son unique héritière. Plus importante encore, ils avaient trouvé une lettre écrite par André quelques jours avant sa mort, adressée à Théo. En ce jour ensoleillé de septembre, Élise se tenait debout dans le parc du manoir, contemplant les ruines noircies de ce qui avait été le domaine des Lemoine, et avant eux, celui des Valmont. Les arbres centenaires qui entouraient la propriété avaient partiellement protégé l'aile est, celle où elle avait retrouvé une partie de ses souvenirs d'enfance. Théo et Julien marchaient vers elle. Revenant d'une réunion avec les architectes chargés d'évaluer ce qui pouvait être sauvé, leur ressemblance était toujours aussi frappante. Mais Élise remarquait de plus en plus les subtiles différences. Théo avait cette intensité brute, cette détermination forgée par une vie de lutte, tandis que Julien possédait une assurance plus tranquille, empreinte d'une mélancolie héritée de son père. « Alors ?» demanda-t-elle en les voyant approcher. « L'aile est peut-être restaurée », répondit Théo avec enthousiasme. « Les fondations sont solides et la structure principale a tenu bon. Et nous avons trouvé les plans originaux des Valmont dans les archives municipales, » ajouta Julien. « Si tu le souhaites, nous pourrions reconstruire l'aile ouest selon les dessins d'origine. » Élise sourit, touchée par leur dévouement. Ces deux jeunes hommes, qui ignoraient de l'existence l'un de l'autre quelques semaines plus tôt, travaillaient maintenant ensemble, comme s'ils avaient toujours été frères. « Ce serait merveilleux, » admit-elle. « Mais ce n'est pas ma priorité pour le moment. » Elle sortit de sa poche l'enveloppe contenant la lettre d'André, qu'elle n'avait pas encore eu le courage de lire. Ils s'assirent sur un banc de pierre miraculeusement épargné par les flammes, et elle la tendit à Théo. « Elle t'est adressée. C'est à toi de décider si tu veux la partager. » Théo prit l'enveloppe, l'ouvrant avec précaution. Le papier était légèrement jauni, mais l'écriture élégante d'André restait parfaitement lisible. Il commença à lire à voix haute. « Mon cher fils, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde et que, d'une façon ou d'une autre, tu as découvert ton véritable héritage. Je ne sais pas combien de temps s'écoulera avant que cette lettre ne te parvienne. Peut-être des années, peut-être jamais, mais j'espère qu'un jour, tu connaîtras la vérité. Tu es né d'une nuit d'amour entre ta mère, Léa Moreau, et moi. Une nuit que je n'ai jamais regrettée, malgré toutes ses conséquences. Ce que j'ai regretté, en revanche,
C'est ma lâcheté face à ma femme, Sylvie. J'aurais dû défendre ta mère quand elle a été injustement accusée. J'aurais dû vous chercher tous les deux quand j'ai appris pour ta naissance. Mais le remords le plus profond qui me ronge concerne un secret encore plus grand. Peu après le départ de ta mère, j'ai découvert, dans les papiers de mon défunt père, qu'elle était en réalité Élise Valmont, l'héritière légitime des terres et des entreprises que ma famille a volées après l'incendie criminel qui a tué ses parents. Oui, mon père, Henri Lemoine, a orchestré cet incendie pour s'emparer de la fortune des Valmont, et moi, en tombant amoureux de celle qui était techniquement sa victime, j'ai créé sans le savoir le lien qui un jour, peut-être, pourrait réparer cette injustice. Je sais maintenant que Sylvie et Antoine prévoient de m'éliminer. Le poison qu'ils glissent dans mes repas depuis des mois fait son effet. Et je sens mes forces m'abandonner. J'ai modifié mon testament pour te léguer la moitié de ma fortune personnelle. Mais je doute que ce document survive à ma mort. Ils sont trop prudents. C'est pourquoi j'ai pris d'autres mesures. J'ai transféré une somme importante sur un compte au nom d'Élise Valmont, ainsi que toutes les preuves des crimes commis par mon père et par Sylvie. Tu trouveras tous les détails dans le coffre secret des Valmont, dont j'ai découvert l'existence il y a quelques années. Mon fils, mon seul regret est de ne pas t'avoir connu, de ne pas avoir vu le jeune homme que tu es devenu. Mais sache que je t'ai toujours considéré comme mon enfant, même de loin, le détective que j'avais engagé pour veiller sur ta mère et toi me rapporter régulièrement vos nouvelles. J'ai des photos de toi à chaque âge, soigneusement conservées, pardonne-moi, si tu le peux, et prends soin de Julien. Ton frère, il n'est responsable d'aucun des péchés de ses parents. Ensemble, vous pourrez peut-être construire quelque chose de meilleur sur les ruines de notre passé, avec tout mon amour, regrettant de ne pas avoir eu le courage de te le dire en personne, ton père, André Lemoine. Quand Théo acheva sa lecture, un silence ému enveloppa les 3 personnes assises sur ce banc, au milieu d'un parc qui avait vu défiler tant de joies et de tragédies. « Il vous aimait », murmura finalement Julien, les yeux brillants de larmes contenues, tous les deux. Élise sentit une émotion complexe l'envahir, ni tout à fait du pardon, ni encore de la colère, mais quelque chose d'intermédiaire, une acceptation teintée de mélancolie. Il a essayé, à sa façon, trop tard peut-être, mais il a essayé. Théo replia soigneusement la lettre. Et maintenant, que faisons-nous ? Élise se leva, faisant face aux ruines fumantes qui, d'une certaine manière, symbolisaient son propre passé consumé. Nous reconstruisons, mais pas seulement le manoir. Dans les semaines qui suivirent, les événements s'enchaînèrent avec une rapidité surprenante. Les preuves découvertes dans le coffre secret confirmèrent non seulement l'implication d'Henri Lemoine dans l'incendie criminel qui avait tué les Valmont, mais aussi le complot d'empoisonnement orchestré par Sylvie et Antoine contre André. Les tribunaux reconnurent officiellement Élise comme la légitime héritière des propriétés Valmont, tandis que Théo et Julien furent confirmés comme héritiers égaux de la fortune personnelle d'André. Quant aux entreprises Lemoine, elles furent placées sous leur gestion conjointe, avec la mission de les restructurer selon des principes éthiques qui avaient trop longtemps fait défaut. 3 mois après l'incendie, alors que les travaux de reconstruction commençaient à peine, Élise annonça son intention de rouvrir la fondation Valmont. Autrefois célèbre pour son soutien aux orphelins et aux femmes en difficulté, mon père et ma mère consacraient une grande partie de leur fortune à aider les plus vulnérables, expliqua-t-elle lors d'une conférence de presse. C'est cet héritage-là que je souhaite honorer avant tout, à ses côtés. Théo et Julien présentèrent leur vision pour les entreprises Lemoine-Valmont, une gestion plus humaine, des investissements éthiques et une partie des bénéfices systématiquement reversés à des causes sociales. Laura, qui avait accepté le poste de directrice de communication du groupe, observait Julien avec une tendresse évidente. Leur relation, née dans des circonstances si particulières, s'était transformée en un amour profond, nourri par les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. 1 an jour pour jour après l'incendie, une cérémonie intime réunit la petite famille devant le manoir partiellement restauré. Élise, qui avait finalement trouvé un équilibre entre ces 2 identités. Léa Moreau, la femme forte et résiliente qu'elle était devenue, et Élise Valmont, l'héritière légitime d'un nom prestigieux, s'avança vers une petite plaque commémorative dédiée à ses parents et à André. Elle sortit de sa poche le médaillon qui l'avait accompagnée toute sa vie sans qu'elle en comprenne la signification. Après un moment d'hésitation, elle le déposa au pied de la plaque. « Les péchés des pères ne seront pas la malédiction des fils »,
murmura-t-elle, reprenant les mots qu'André avait écrits dans son journal. Il est temps de tourner la page. Comme pour confirmer ses paroles, une brise légère se leva. Faisant danser les feuilles d'automne autour d'eux, Théo et Julien échangèrent un regard complice, tandis que Laura glissait sa main dans celle de son fiancé, dans les décombres d'un passé tragique. Une nouvelle famille était née, prête à écrire un chapitre différent, fondé non plus sur la vengeance, mais sur la rédemption, mais à distance, dissimulée derrière des lunettes noires et une perruque blonde, une silhouette observait la scène avec un mélange de haine et d'impuissance. Sylvie Lemoine, méconnaissable après une intervention de chirurgie esthétique précipitée, serrait dans sa main le journal annonçant la réouverture de la Fondation Valmont. Son empire était perdu, sa fortune confisquée, son complice mort, mais sa soif de vengeance, elle, était plus vivante que jamais. Un jour, peut-être, elle reviendrait terminer ce que sa famille avait commencé 40 ans plus tôt. L'histoire des Valmont et des Lemoine n'était peut-être pas tout à fait terminée.